d'apprentissage qui permet de maîtriser les risques immédiats et de se soumettre à des normes protectrices. Du coup, en creusant un peu la discussion avec les enquêtés, on s'aperçoit que la transmission par les pairs joue un rôle essentiel dans cet apprentissage. Donc c'est Norman Zinberg, un psychiatre américain, qui définissait il y a une trentaine d'années le fameux triangle de l'expérience psychoactive, la rencontre entre un produit, une personnalité, un moment socioculturel. C'est ce qui avait été appris plus tard par Oliver Einstein. Donc pour résumer, une partie des stratégies mises en place par les usagers pour gérer leur prise de risque, ce serait le bon produit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Donc cet équilibre est bien sûr fragile, et parfois ça ne suffit pas, car consommer des drogues, ça produit des effets indésirables. La descente de crack, le syndrome de manque aux opiacés, c'est des choses qui ne sont pas du tout agréables. Et c'est pour ça que dans le quotidien d'usager de drogue de rue, l'éventail des produits s'est grandement élargi. La polyconsommation est devenue un mode de régulation à part entière. Par exemple, à Paris, le Subutex est largement utilisé pour la descente de crack. Les usagers sont un peu devenus des spécialistes de la pharmacopée, car tout ça suppose des compétences sur les interactions médicamenteuses, sur les mélanges pour potentialiser les effets, sur les dosages pour éviter les surdoses. Ils sont un petit peu devenus des experts de la petite chimie de rue. Et donc il y a beaucoup d'usagers qui sont substitués, et la méthadone, par exemple, est devenue un moyen de régulation à part entière des autres consommations, notamment de stimulants. Donc chacun a ses petits trucs pour éviter ou atténuer les désagréments. Et une des personnes que j'ai interrogées m'a dit, par exemple, qu'elle jetait jamais le ventre vide. Au pire, juste un petit croissant, ça le fait. C'est ce qu'elle me disait. Et un autre gars me disait avec humour qu'il avait une devise par rapport au crack. Il me disait 1 kiff ça va, 3 kiffs bonjour les dégâts. Donc finalement, c'est pas vrai que c'est vraiment des stratégies profanes de prévention. Et la même personne m'expliquait qu'elle avait un truc infaillible pour les poussières. Donc les poussières, c'est une sorte de choc septique, une sorte de mini-septicémie. Et elle me disait qu'il y a un cachet d'aspirine effervescente, ça marchait très bien. Donc je ne sais pas si les médecins peuvent confirmer, ceux qui sont ici. Pour finir, juste un petit mot sur les trajectoires, les parcours de consommation des personnes rencontrées. On s'aperçoit que les gens finalement alternent des périodes de consommation extrêmes avec des périodes d'abstinence et aussi des périodes d'usage plus ou moins contrôlées ou stabilisées. C'est ce qui ressort de la plupart des entretiens des récits de vie. Donc il y a un exemple assez emblématique, quelqu'un d'une usagère, une ancienne qui squattait encore récemment à la porte de la chapelle, au squat de la colline, c'est des photos que j'ai montrées tout à l'heure. Et donc lorsqu'elle est très fatiguée, très dégradée, elle va avoir toutes les tassos pour se faire payer un billet de train, partir dans le sud de la France voir son copain, elle se refait une santé dans son appart, et dès qu'elle va mieux, elle retourne à Paris, retourner ses compagnons de galère, jusqu'au jour où elle est de nouveau au bout du rouleau, et ainsi de suite. Donc on observe des ruptures, des pauses, des périodes de mise au vert dans les parcours de conso, et c'est également la fonction des cures de sevrage ou des post-cures, qui sont investies parfois par les usagers, pas nécessairement pour décrocher, ce qui est le but au départ des cures et des post-cures, mais parfois uniquement et souvent juste pour faire une pause. Et c'est également l'usage que font certaines personnes de la prison. Donc il y a beaucoup d'usagers qui ont intégré cette fonction ambiguë de la prison, sa capacité à assurer un sevrage forcé. Donc cette fonction ambivalente, quand elle est vécue comme un soulagement, est assez souvent évoquée. Elle rend la distinction entre abstinence volontaire et involontaire parfois assez floue. Mais ce qui est intéressant, selon moi ici, dans le cas de la prison de la posture, c'est que ces institutions sont utilisées sur un usage détourné de leur fonction première, et c'est certainement là un savoir-faire fondamental de l'usager de drogue de rue, la capacité à détourner, ou plutôt à utiliser à son avantage l'offre de la proposition sociale. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire. C'est que l'idée c'est de saisir un petit peu l'espace-temps dans lequel évoluent les usagers de drogue de rue, en errance, qui vivent dans la rue, l'espace, les contextes de consommation, les sociabilités, les trajectoires, sont des portes d'entrée efficientes qu'on peut utiliser pour mettre en valeur, en relief le savoir profane, le savoir empirique, qui est issu de la vie quotidienne de l'usager de drogue de rue. Ce savoir profane, il peut être partagé, transmis, mais aussi confronté au savoir technique, au savoir scientifique, au savoir dit savant. Donc ce savoir profane, il constitue sûrement la capacité de se saisir des règles du jeu, qui sont les règles du jeu social, du jeu de société. Les règles du monde social, dans le sens où il décrivait Bourdieu, c'était dans son préambule à la domination masculine, où il parlait de ses sens uniques et ses sens interdits, ses obligations, ses sanctions, ses rapports de domination, ses droits et ses passe-droits, ses privilèges et ses injustices. Et il s'y tenait dans ce préambule à la force du monde social qu'elle a de se reproduire aussi facilement. Et donc à ses débuts, la réduction des risques était portée par les usagers eux-mêmes. On peut penser qu'aujourd'hui, il y a une forme de dépossession de cette forme de savoir. La prise en compte de ce savoir profane me semble assez essentielle si on veut faire avancer la réduction des risques. Pour mieux adapter les outils, pour inventer des dispositifs, il y a encore beaucoup à faire, en tout cas en France. On pourrait parler de la réduction des risques en milieu carcéral, de la substitution injectable. On voit que tout ça avance très doucement en France, même si on est très fiers et contents à Gaillard, à Strasbourg ils le sont aussi. Mais on sait très bien que l'expérimentation de 3 salles de conso sur 6 ans, ça ne va pas tout régler, c'est quand même assez timide jusqu'à maintenant.
Et donc pour finir, on en vient inévitablement à la question de la politique des drogues, qui devra un jour être débattue sérieusement, qui est très difficile en France d'aborder. En tout cas de l'aborder autrement que sur la version idéologique, plutôt que sur des bases pragmatiques et scientifiques. On espérait, je me souviens, en 2014 à Genève, on disait qu'il y avait un vent nouveau qui soufflait un petit peu autour de nous, avec les rapports de la Commission globale, les travaux de l'IDPC, avec ce qui se passe en Uruguay, au Colorado, Washington. On attendait beaucoup aussi de ce qui sortirait du LUNGAS, l'Assemblée extraordinaire de l'ONU sur les drogues, qui a eu lieu en avril dernier. Bon, on peut dire que le bilan, on peut dire que le bilan est assez mitigé. Il y a un article de Georges Lachaze dans le journal ASUD, qui était l'envoyé très spécial d'ASUD, le journal des drogués heureux, dans le numéro de septembre. Donc je vais terminer là-dessus, plutôt que de parler de jeux de société. Je pense que la question des drogues est réellement une question d'enjeux de société, de choix de société, et que la politisation de la question des drogues est plus que nécessaire et urgente. Et je vous remercie. Nicolas, l'équipe de la théâtre, et Philippe Ferrin, qui est mon ancien collègue de Ego, qui a fait des petits dessins, des beaux petits dessins de quartier. Merci beaucoup. Restez quelques instants avec moi parce qu'on va sûrement avoir quelques questions. Vous voyez comment finalement Mathieu Lovera aboutit lui aussi à la question politique et à la question de la société, de l'enjeu de société que peuvent être nos usagers, retrouvant ainsi Patrick, à qui vous pouvez, si vous le souhaitez, aussi reposer quelques questions ou réagir, parce que d'aucuns m'ont dit que nous lui avions coupé la parole un peu trop vite. Enfin, je ne lui avais pas coupé d'ailleurs, il est bientôt fini. Donc n'hésitez pas, on peut rebondir, y compris en faisant des parallèles ou des liens avec ça. Je voudrais juste, pour ma part, je ne sais pas s'il y a un petit micro qui circule. Oui, merci Mario. Mais pour ma part, je voudrais juste dire là, parce que c'est le moment de prendre position, que le conseil d'administration de la Pléiade avait dans son assemblée générale 2012, je crois, ou 2013, très officiellement pris position en faveur de la création de ces salles de consommation à moindre risque. C'était très important pour nous, parce qu'il y a des débats, il y a eu des débats moraux autour de cette question, comme à chaque fois en réduction de risque. Alors qu'on pourrait simplement dire que ce n'est qu'un outil. Un outil, quand ça a été pareil pour les seringues, ça a été pareil pour des tas de choses en réduction des risques. Ça l'a été probablement à l'époque pour l'avortement, autre réduction des risques. Et ces questions-là me semblent fondamentales dans notre société. Et ce sont des outils. Il ne faut pas mettre de la morale là où il n'y a pas à en avoir. Ces questions ont sauvé des vies, en sauveront encore. Il n'y a pas vraiment de débat. Après, une salle de consommation à moindre risque, elle répond à un besoin de l'environnement, des usagers, du nombre d'usagers qui sont là. Vous voyez bien qu'il n'est pas nécessaire de dépenser, pour ceux qui habitent Orléans et dans le Loiret, il n'est pas nécessaire de dépenser des centaines de milliers d'euros du bien public pour une salle de consommation à moindre risque dans le Loiret. Il n'y a aucune scène ouverte comme à Ego ou comme dans le carré dont parlait Mathieu Lovera. Pour autant, un jour, il faudra se poser la question des espaces de consommation à moindre risque, de la possibilité d'offrir des lieux de consommation sécurisés dans les Carudes. Je pense que nous devrons nous poser cette question politique, car là, cette fois, y compris dans les Loiret, nous serons concernés. Il y a des usagers qui consomment dans des squats ou dans la rue, il y a des usagers qui consomment dans les Carudes, il faut se le dire, parce qu'ils cherchent des endroits, comme l'a dit Mathieu Lovera, de consommation, et que nous aurons à penser la régulation et la sécurisation de ces usagers à plus petite échelle et de manière plus individualisée dans les endroits où il n'y a pas de téléphone. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, avez-vous quelques questions ou quelques interrogations ou réactions à ce que nous a présenté Mathieu ? Donc Jean-Pierre Coutron, moi j'aurais une question à Mathieu. Alors c'est pas que je veux éviter le débat sur les salles de conso, mais pour en avoir beaucoup parlé, et puis puisqu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, puis parce que je crois qu'il y a aussi Bobby Bernard Bertrand dans la salle, qui est un de ceux qui a ouvert le chemin en France là-dessus, j'irai pas sur ce terrain-là. J'irai sur ce qui était le titre général, qui était les savoirs profanes. Il me semble que par rapport à une partie de la discussion que l'on a,
On avait au conseil d'administration de la fédération, jeudi, un intervenant d'un collègue qui est venu parler de la réduction des risques alcool, qui expliquait qu'une des facettes de la réduction des risques, qui est parfois la plus difficile à attraper pour les professionnels, c'est pas la plus évidente, hein, celle qui a servi de justification, c'est diminuer le risque de contamination. C'est-à-dire, si ça avait été juste l'histoire de la drogue, on ne s'en serait pas occupé. C'est l'histoire du sida qui a ouvert la porte. Une autre, ensuite, qui est diminuer les risques sanitaires. Voilà. On va dire que fumer du cannabis comme ça, ou prendre de la nicotine sous cette forme-là, pour éviter la combustion, diminue un certain nombre de risques. Mais il y a un troisième versant sur lequel on a parfois plus de mal, parce que ça n'impacte pas du tout les risques sanitaires, ou en tout cas pas d'entrée, pas tout de suite les risques sanitaires, c'est les pratiques d'usage. Et que les conditions d'usage, les règles d'usage, les façons de faire usage, et il le décrivait très bien avec l'alcool, peuvent faire qu'il va déboucher sur des situations de violence, ou moins. C'est-à-dire que même par rapport à l'association alcool-violence, tout ne se résume pas à la pharmacologie de l'alcool, mais la façon dont il est consommé, à quantité égale de substances chimiques, n'aboutira pas tout à fait à la même chose et diminuera un certain nombre des conséquences négatives. Et je voulais juste t'interroger là-dessus. Une partie des savoirs profanes, et tu l'as abordé à 2-3 moments de ton propos, des usagers, c'est aussi justement ce savoir, paradoxalement, ce savoir consommer raisonnablement. À l'intérieur de ce qui est jugé comme une consommation déraisonnable, c'est la construction d'un savoir consommer raisonnablement pour obtenir l'effet qu'on souhaite, avec le minimum de mise en danger pour soi-même. Voilà, je ne sais pas si ma question est claire, mais j'aimerais bien que tu nous en dises quelque chose de cette partie-là, qui est la phase la plus difficile à attraper, justement pour les professionnels, de ces parties, de ces savoirs des usagers. Même pour les usagers, je pense que le Graal, c'est justement de ne pas tomber ni dans l'abstinence, ni dans la dépendance totale. C'est de réussir à trouver le bon curseur entre les deux et de pouvoir consommer de manière régulée, de savoir gérer ses risques pour pas que ça ait d'impact sur la vie sociale. Après, sur la question de la réduction des risques, sur l'aspect sanitaire, c'est sûr que la réduction des risques, je pense qu'elle est dans la loi de santé publique, parce que paradoxalement, c'est sa médicalisation qui a fait qu'elle est inscrite dans la loi. La question des risques psychosociaux ou des risques autres que ceux qui sont sanitaires et médicaux ont été un peu évincés, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a beaucoup de mal. La loi, c'est une drogue légale, mais c'est vrai qu'en cas rude, on commence un peu à le faire, mais on parle assez peu de la question de l'alcool, du cannabis, du tabac. Juste la loi de 2014 a changé ça, quand même, reconnaissons-le. La loi de 2014 a sorti la réduction des risques du strict champ du risque infectieux et l'a inscrite, en fait, de façon globale, licite et illicite, au niveau des pratiques d'usage. Elle a réuni les deux. Ah oui, non, et là c'est une avancée très forte de la loi de 2014. Après, je ne sais pas si j'ai répondu totalement à ta question. Mais... Un petit peu, mais si tu veux, ce que je trouvais intéressant dans ce que disait Mathieu Fiolette, pour le citer, c'est qu'il montrait comment un certain nombre de pratiques, par exemple, cette histoire qui peut paraître choquante, hein, mais qui se fait, qui est expérimentée je crois c'est les Hollandais ou les Allemands, dans un espace public, un parc, où il y avait un certain nombre de SDF qui consommaient de l'alcool. Le fait de les rémunérer, par une partie de la rémunération d'un travail qu'on leur a donné, consistait à leur redonner l'alcool qu'ils consommaient. Une partie était de l'argent, mais une autre partie était en alcool. Mais à condition, dans un troc qui est un vrai troc de don à don, hein, de dire, le moment où vous travaillez, vous ne buvez pas. Et du coup, la consommation d'alcool, qui n'était plus sous pression, qui n'était plus à faire à l'arrache, n'a pas augmenté avec cette façon de travailler, elle a plutôt diminué, et les problèmes de violence et les problèmes d'un certain nombre de problèmes qui se rajoutaient à la consommation d'alcool ont, eux, largement diminué. Et on est dans ces stratégies qui consistent à aller pas à pas, à partir de l'usage et à commencer à proposer aux personnes. On sait bien que ce sont des équilibres qui ne dureront pas, ce sont des équilibres de vie qui évoluent. Hein. Mais justement, il faut être capable d'avoir des équilibres transitoires, c'est l'histoire de salle de conso ou d'autres choses, pour pouvoir passer à la passerelle d'après, et ne pas tout de suite demander quelque chose. Et là, il y a des savoirs profanes qui commencent à être mieux perçus
par un certain nombre d'acteurs et qui du coup permettent d'enrichir la palette des points de rencontre et des points de travail avec les usagers. C'était là-dessus. Et pour avoir travaillé toute une époque avec Patricia Boudnik, qui avait montré à l'inverse comment les traitements de substitution à l'époque, le fameux Subutex, étaient détournés d'usage par les usagers parce qu'on ne tenait pas suffisamment compte de ça, et que là c'était l'inverse, c'était le traitement qui était attiré dans la dérégulation de l'usage toxique. Mais qui paradoxalement servait à réguler d'autres formes de consommation. Exactement. Après, cette histoire de l'alcool, j'étais pas au courant de cette expérience-là, mais ça montre bien que en partant des savoirs profanes des usagers et en alliant les savoirs profanes avec les professionnels, on peut arriver à des formes de régulation de l'usage et d'usage maîtrisé, et socialement mieux encadré en tout cas. Ouais. Je vais en donner un témoignage, ça m'y fait penser. Nous sommes allés avec 3 membres du bureau, ça nous arrive quelquefois, faire un tout petit voyage d'études à Bordeaux où nous avons visité des structures du CEUD, et notamment Prodomo. Alors c'est une structure qui accueille des jeunes en errance, la plupart consommateurs, mais pas forcément, sans aucune condition. Ça n'est même pas un établissement médico-social, c'est financé de briques et de broc. Ça a été financé par des crédits expérimentaux, etc. Bref, ces jeunes sont là, et comme il y a peu, je vous le dis, parce que comme les financements ont fortement diminué, ils ont été obligés de réduire l'équipe. Et du coup, le week-end, il n'y a plus d'équipe. Tous ces jeunes, il y a une quinzaine de places, en errance, consommateurs, avec des chiens dans les chambres, etc., ou des enfants quelquefois, sont seuls pendant le week-end. Tout le contraire de ce qu'on peut s'imaginer comme accompagnement. Et nous avons discuté avec une jeune femme qui était accueillie et avec qui on a discuté librement sur quelle était l'ambiance pendant le week-end et comment ça se passait. Et en fait, elle nous a dit, en fait, le week-end, c'est le moment de repos. Donc, pendant la semaine, on est tous là, il y a l'équipe, etc. Puis le week-end, on est plutôt chacun dans notre coin, on consomme plutôt moins parce qu'on est, c'est samedi-dimanche, quoi. Voilà. et j'ai trouvé que c'était un savoir profane, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une contrainte qui s'imposait à tout le monde, et ils se sont organisés pour que ce soit tenable, pour pouvoir continuer à profiter de ce lieu unique. Ce lieu unique est très rare en France, et puis parce qu'ils y trouvent, enfin bref, chacun s'est organisé en développant des compétences et en adaptant, voilà, en trouvant une nouvelle règle du jeu dans cette petite mini-société qui est Prodomo. Et c'est un peu ce qui se passe du coup à la salle de conso, alors on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, et donc la suite de ma recherche va se baser là-dessus. Je vais travailler sur comment se construit et se co-construit les savoirs profanes et professionnels autour de l'accompagnement à l'injection. Parce que du coup, c'est vrai que c'est un excellent laboratoire pour voir comment les gens mettent en pratique les conseils qu'on leur a donnés pendant des années. Et ils nous disaient que les outils n'étaient pas adaptés. Là, pour le coup, ils ont un lieu qui leur offre les conditions pour mettre en pratique ces conseils. Et on peut très bien voir comment ils se les approprient ou pas, ou ils les contournent. Et on apprend beaucoup du coup sur la manière dont ils font, alors qu'avant, on se fantasmait beaucoup de choses en fait, quoi. Alors, quand même, pour faire le parallèle avec la société, moi, ce que nous découvrons là des savoirs profanes des usagers de drogue, ça me fait penser qu'auparavant, je travaillais avec les gens du voyage. Et quand je trouvais qu'ils avaient effectivement des savoirs et des stratégies de survie dans la société, avec quelques éléments, qu'on avait à peu près la même représentation d'eux que celle que vous avez définie en tant que menteur, voleur, etc. Et qu'on retrouvait les mêmes stratégies chez les usagers de drogue. Donc il y a des choses qui sont liées à la précarité, à la rue, à l'exclusion, à une relation, à des développements d'habitudes marginales dans la société, au-delà de la question de l'usage, me semble-t-il. Qu'en pensez-vous ? Oui. Ah, mais c'est très compliqué du coup, les gens qui sont à la rue et qui consomment, de décortiquer qu'est-ce qui est la part des contraintes liées à la consommation ou des contraintes liées à la précarité, des contraintes liées à des comorbidités psychiatriques, des contraintes liées à l'exclusion. Tout ça, c'est assez dur à décortiquer, tout ça est hyper imbriqué en fait, quoi. Monsieur Boussange. J'ai trouvé intéressant la manière dont vous alliez à la rencontre des usagers. Mais je voulais savoir, à l'issue de tous les entretiens que vous avez pu mener, quel regard ils portent sur eux-mêmes vis-à-vis du reste de la société, et quel regard ils portent aussi également sur ces salles de consommation.
Alors les entretiens que j'ai menés, c'était avant l'ouverture de la salle, donc c'est assez... Enfin, le point de vue des usagers sur la salle de consommation est assez variable. On a plein d'usagers, par exemple, Gaïa avait fait une sorte d'enquête, de sondage, on va dire, de questionnaire qu'ils avaient donné à tous les carus autour. Et beaucoup de gens disaient, mais moi je veux pas aller shooter dans un hôpital avec un médecin qui me regardait en train de faire et me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. D'autres qui sont très contents et qui pensent que ce dispositif va leur servir. Il y en a qui ont changé d'avis entre temps, des gens qui ne voulaient pas venir, qui sont venus, qui finalement nous disent mais c'est pas si mal votre endroit, et qui continuent de venir. D'autres qu'on pensait qu'ils viendraient, qu'on connaît très bien dans le quartier, qui sont à 300 mètres de la salle, mais qui depuis 2 mois ne sont jamais venus. Donc on va à leur rencontre, on essaie de comprendre pourquoi ils ne viennent pas. C'est des raisons assez multiples. Après sur le regard que eux-mêmes portent sur eux, moi je suis pas psychologue, donc c'est difficile de voir ce que ça produit chez eux, est-ce que ça... Démasqué. Ouais, en général, les usagers sont assez contents de parler de leur mode de vie à quelqu'un, de discuter sur la manière dont ils se débrouillent. Ils sont plutôt assez fiers de ça, quoi, de montrer leur truc. Oui, mais je voulais savoir, est-ce que, par exemple, vous décriviez les personnes qui assumaient ce mode de vie comme un mode de vie un peu marginal? Est-ce que d'autres se vivent comme, on va dire, limite délinquants, hein, de par les activités qu'ils sont obligés d'avoir ou autres? C'est très variable dans les différents entretiens que j'ai faits. Il y en a une d'elles qui depuis s'est complètement rangée et travaille dans l'addictologie d'ailleurs. Et qui était pourtant quelqu'un de très très engagé dans les pratiques d'usage. Gros savoir expérientiel. Oui, complètement. Ouais, ouais, c'est assez variable, quoi. Il n'y a pas de règle absolue là-dessus, je pense. Docteur Morier. Et il y en a aussi qui revendiquent leur appartenance à la rue, à un mode de vie marginal. Oui, alors donc, ça marche là? Oui. Moi je me nomme Yves Morier, je suis l'un des médecins de l'Agence régionale de santé. Je voudrais vous remercier pour cette intervention et pour les travaux que vous menez. Parce que du coup, quand on vous écoute, je veux dire, ça réhumanise ces personnes-là, ça les réinclut dans la société. C'est-à-dire qu'on a à ce moment-là, on se rend mieux compte que ce sont des gens comme nous, avec des problèmes, leur parcours de vie, etc. Mais je veux dire, ce sont les mêmes que nous, quelque part. Je souhaiterais qu'on puisse, je pense que ce qui nous manque, c'est des publications concernant des recherches telles que vous menez. Je pense que c'est pas assez porté, parce que c'est vraiment, on touche des problèmes de fond. C'est ce qui a été dit par le représentant de l'UNIOPS tout à l'heure. On est sur ces valeurs-là. Et autant en médecine, moi je suis médecin, donc autant en médecine, on a beaucoup de recherches qui se font, qui sont très mises en avant. Voilà, je veux dire, il y a vraiment une promotion de ce qui se fait. Autant j'ai le sentiment, mais c'est pas mon cœur de métier, c'est probablement des choses que je ne suis pas suffisamment. On a l'impression que là, il y a quand même un décalage en termes de promotion de ce qui se fait par rapport aux retombées, c'est-à-dire la lecture que peut en avoir l'ensemble de la population. Et donc, je crois qu'il faut effectivement, si ce n'est pas suffisamment fait, mais là, je peux me tromper, véritablement structurer de façon beaucoup plus systématique le type de recherche que vous menez et bien le faire savoir et que ça prenne, je veux dire, une dimension au moins aussi importante que la médecine, ce qui n'est pas forcément le cas au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que c'est un petit peu ce que disait Jean-Pierre Coutron, c'est que ces savoirs profanes en matière médicale, il y a pas mal de travaux là-dessus, sur les malades du cancer par exemple, sur l'autosupport, sur les malades du VIH, mais en matière de savoir profane qui dépasse la dimension sanitaire et médicale, effectivement il n'y a pas grand-chose qui a été fait là-dessus, quoi. Oui, parce que la recherche est souvent menée par les CHU Oui, ou par les institutions sanitaires, d'où l'intérêt d'avoir des développements et des articulations entre le sanitaire et le médico-social pour